C'est un médecin, gynécologue, obstétricien, professeur, un des plus grands spécialistes français de la fertilité qui exerce depuis plus de 30 ans et qui a permis la naissance d'au moins 8000 bébés. Et oui, 8000 bébés, nous avons la chance de l'accueillir en studio ce matin, le professeur François Oliven. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Radio J. C'est une première en plus dans ces beaux studios de Radio J. Exactement, c'est une première. Et je vous prie de m'excuser pour ma voix, je suis un peu malade. Eh bien, ça ne s'entend pas du tout. D'accord. On ne va pas vous demander de chanter de toute façon. Je voudrais vous dire quand même que 8000 bébés est une estimation et que 8000 bébés, c'est pas le professeur Oliven. C'est toute le une professeur, équipe. voilà, c'est le professeur Oliven et beaucoup d'équipes dans l'hôpital public au départ, puis en privé. Alors, vous publiez ce livre, professeur, 1001 bébés aux éditions Grasset, vos plus extraordinaires histoires de maternité. Il y en a beaucoup des histoires dans ce livre, des histoires tantôt émouvantes, tantôt drôles, assez peu banales, finalement, vraiment peu banales. C'est vrai que la plupart du temps, en PMA, on entend les histoires de patients avec leurs médecins, mais rarement celles des médecins avec leurs patients. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire tous ces souvenirs ? Eh bien, écoutez, j'ai écrit plusieurs livres sur la PMA, mais qui étaient plutôt des livres du côté, voilà, la prise en charge, etc. Et puis, souvent, je raconte ces histoires peu banales à des amis qui me disent « Mais ça fait longtemps qu'on me dit, tu devrais en faire un livre. » Et je me suis dit, je vais sortir des histoires. Évidemment, ces histoires ne sont pas la partie la plus fréquente de mon activité. Mais dans cette activité, j'ai une centaine d'histoires, ou 200 ou 300, j'ai une bonne mémoire. Et je me suis dit, je vais les rassembler. Et je vais montrer aux gens que parfois, le bureau d'un médecin, c'est un peu un théâtre. Et oui, il fallait se souvenir aussi de toutes ces personnes avec leurs différents traitements, leurs différents échecs. C'est pas forcément évident. Vous notez tout à chaque fois. Pas du tout, mais voilà, en toute modestie, depuis petit, j'ai une très bonne mémoire. Elle se réduit avec le temps, malheureusement, mais ça, c'est le lot de tout le monde. Mais il se trouve que ces histoires marquantes m'ont tellement marqué que je m'en souviens. Vous écrivez « Mon cabinet, comme ceux de tous les spécialistes de l'AMP, est le témoin d'échecs plus que de succès. En France, un couple sur 4 ne parvient pas à obtenir une grossesse après 12 mois d'essai. Certains couples attendent 5, 10, 15 ans avant de pouvoir être d'heureux parents. Certains n'y arrivent pas du tout et abandonnent, malheureusement. Alors, quelles sont les causes de cette infertilité qui semble aussi véritablement progresser depuis quelques années ? Alors, le vrai progrès, enfin progrès au sens, le vrai régression, c'est que aujourd'hui les femmes font des enfants de plus en plus tard. D'abord, elles le font de plus en plus tard dans les grandes villes, pour des raisons qu'on connaît bien, c'est pas le sujet de l'émission, mais la carrière, une certaine forme d'individualisme, et aussi, on le dit pas assez souvent, des maris qui sont désireux d'avoir des enfants plus tard que leurs femmes. Et il y a un deuxième phénomène qui est le fait que les couples divorcent beaucoup, qu'il y a des nouveaux couples, évidemment plus tard, avec des femmes plus âgées qui veulent des enfants. Or, l'ennemi principal de la fertilité, c'est l'âge de la femme. C'est injuste, mais c'est comme ça. L'espérance de vie de la femme a été quasiment doublée en 100 ans, mais pas l'espérance de santé de l'ovaire. Ouais. Et quand on regarde des vieilles publications, on voit que les femmes avant faisaient des enfants comme aujourd'hui jusqu'à 40 ans, et qu'après 40 ans, c'était très dur. Et dans mon cabinet, par exemple, j'ai fait récemment une estimation, j'ai près de 40% des femmes qui viennent qui ont plus de 38 ans. Oui, c'est ça. Alors, n'attendez pas trop longtemps pour avoir un enfant. C'est le titre d'un livre que vous aviez d'ailleurs sorti en 2008. Il y a l'âge, bien sûr, mais il y a aussi tous les facteurs extérieurs. On parle beaucoup des perturbateurs endocriniens, notamment. Oui, il y a évidemment, l'âge, c'est un facteur de succès, mais les facteurs de stérilité, il y a l'endométriose, il y a les perturbateurs endocriniens. Le problème, c'est que ces perturbateurs, chez l'homme, c'est très facile d'évaluer la fertilité. On fait un spermogramme, on compte les spermatozoïdes, on analyse leur mobilité et on sait. On enlève un toxique, on refait un spermogramme et on peut dire c'est mieux. Chez la femme, il n'y a pas ce genre de test. Donc malheureusement, l'évaluation de la fertilité de la femme, c'est les enfants. Donc c'est très très compliqué. Donc on suspecte ces perturbateurs d'abîmer l'ovaire.
Mais en avoir une preuve absolue, pouvoir faire des tests, c'est très compliqué. Alors, quand on voit ce qui se passe aux États-Unis aussi, où des célébrités arrivent à tomber enceintes à 50 ans, voire plus, finalement, ça rassure aussi les femmes. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il y a quand même un âge pour devenir père, pour devenir mère? Non, mais une femme ne peut pas être enceinte à 50 ans avec ses ovocytes. Il y a peut-être des cas exceptionnels. Le problème, c'est que ces femmes-là, elles ont eu recours à ce qu'on appelle le don d'ovocytes. On prend l'ovocyte d'une femme de 25-30 ans, on le féconde avec le spermatozoïde du mari de la femme stérile et on le met dans l'utérus. Le record, c'est pas 50 ans, c'est 72 ans en Inde. Oui. Donc, avec le don d'ovocytes, on peut avoir une grossesse à tout âge. Et ces grossesses médiatisées donnent la fausse idée aux femmes que si on fait une FIV, on aura une grossesse à tout âge. C'est faux. Les taux de grossesse de la FIV sont les mêmes que ceux d'une grossesse spontanée. Jusqu'à 35 ans, c'est bon. À partir de 38 ans, ça décroît. À partir de 40-42 ans, ça devient très faible, de l'ordre à 42 ans de 5 ou 10% à peine. Et surtout, assez malheureusement, il y a des grandes variations d'une femme à l'autre. Il y a des femmes qui sont jeunes et qui ont des mauvais ovaires. Et celles-là, malheureusement, on peut se heurter à une difficulté plus jeune. Alors, il y a des questions éthiques, professeur Oliven, auxquelles vous êtes confronté, auxquelles vous vous heurtez régulièrement. Par exemple, vous recevez un jour cette jeune femme en fauteuil roulant suite à un accident de la route qui se retrouve paraplégique. Elle vous explique qu'en raison de son handicap, on lui a plusieurs fois refusé le droit de faire une FIV, donc une fécondation in vitro. Comment ça se passe pour vous, justement, la prise de décision? Comment vous réfléchissez? Est-ce que c'est du cas par cas? Alors là, c'était particulier parce que c'était quand même il y a au moins 20 ou 25 ans. Disons que dans un hôpital, vous avez des réunions multidisciplinaires. Donc c'est très facile, vous présentez un dossier, tout le monde donne son avis, les pour, le contre. En fait, la question centrale de ces problèmes éthiques en PMA, c'est cet enfant, enfin il y a la santé de la mère, est-ce que la grossesse est dangereuse? Et ensuite, est-ce que l'enfant va être heureux ou pas? Enfin, je simplifie, mais c'est un peu ça. Évidemment, question extrêmement difficile. Quand on est dans un cabinet privé, on est tout seul. On peut faire appel dans des cas extrêmes, j'en cite un dans mon livre, à des structures hospitalières qui acceptent des dossiers extérieurs, mais souvent on est tout seul. Évidemment, moi j'ai la chance d'avoir 30 ans d'expérience, donc j'ai réfléchi sur ces problèmes. Et si jamais je suis en difficulté, je peux me faire aider. Mais parfois, ce n'est pas facile. Et vous parlez justement de cas extrêmes. Il y a cette patiente aussi qui veut bénéficier d'une insémination post-mortem à la mort donc de son mari qui avait pris soin de congeler ses spermatozoïdes, qui est interdite en France, l'insémination post-mortem, contrairement à d'autres pays d'Europe. Est-ce que vous trouvez qu'en France, on est en retard par rapport à certaines questions de bioéthique? On est en France ultra rétrograde. Regardez l'accès des femmes seules et des femmes homosexuelles qui a été voté il y a 1 an, en 2021. Elle est autorisée en Belgique depuis 1983. Le pays, la Belgique, n'est pas à feu et à sang avec ces femmes. Ouais. En France, on a des lobbies puissants qui sont contre la PMA. On a des députés qui, jusqu'alors, étaient très vieux et qui étaient plutôt, on va dire, réactionnaires. Et cette PMA, en France, elle est encore très limitée. Je donnerai un exemple. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de pays qui autorisent le diagnostic génétique sur les embryons des femmes justement âgées pour éviter qu'elles ne fassent des fausses couches. Nous, on est toujours à l'interdire. Oui. Donc on est un pays... C'est pas qu'on est en retard, on est rétrograde. Ouais. C'est pire qu'être en retard. Oui, c'est ce que disait le professeur Friedman dans une interview à Public Sénat il y a quelques mois. Le fait qu'on ne puisse pas tester les embryons obtenus après une FIV quand on le fait en France, qui crée beaucoup d'échecs, de fausses couches. On sait que 60% de ces embryons ne vont pas fonctionner. On les implante quand même, ce qui fait perdre beaucoup de temps à ces femmes. Est-ce que vous êtes sollicité, vous, peut-être par le gouvernement, est-ce que vous sollicitez le gouvernement sur ces questions-là pour que ça change? Mais à chaque fois que nous sommes auditionnés, le professeur Friedman, avec qui j'ai travaillé 15 ans, fait partie évidemment des auditionnés. Moi aussi, j'ai toujours été auditionné et j'ai toujours plaidé pour cette autorisation. Mais le problème, c'est que derrière, vous avez des commissions, des députés et des oppositions et des actions de gens qui sont contre. Ouais. Pour ne pas les nommer, par exemple. Vous savez bien, vous avez bien vu
les manifestations de la manif pour tous. Voilà, moi je les appelle la manif contre tous. J'aime pas parce qu'ils sont pas pour tous, ils sont contre tous. Ouais. Donc ces actions opposition renforcent la possibilité pour des gens qui sont hésitants de voter contre. C'est dommage. Vous assistez parfois, professeur, à ces fives dites sauvages, en fait, avec les moyens du bord à la maison, les couples homosexuels notamment, qui pendant longtemps ont dû faire tout ça à la maison eux-mêmes, en fait. C'est terrible. Alors, pas des fives, parce que ça, ils font labo, mais des inséminations. Bien sûr, parce que vous savez, le désir d'enfant est irrésistible. C'était justement le nom du premier livre de Friedman. L'irrésistible désir de naissance. Donc les gens se débrouillent. On vient de parler de tout ce qui est interdit en France. Tous les gens qui ont les moyens vont à l'étranger. Des milliers et des milliers de femmes vont faire de la PMA à l'étranger, dans l'indifférence générale, ce qui induit une sélection par l'argent. Effectivement, à Paris, il y a un truc incroyable. Il y a des banques de sperme qui envoient du sperme à Paris, chez des médecins. Je ne sais pas qui a le courage de faire ça, c'est très sévèrement puni, chez des patientes. Ça passe les frontières. Hein. Envoyer du sperme, c'est pas une enveloppe, hein. C'est un conteneur d'azote liquide. Et il y a des inséminations sauvages. Il y a des sites internet d'hommes qui sont d'accord pour faire de l'insémination in vivo, je sais pas comment, avec une petite cuillère et une seringue. Et tout ça se fait dans une mauvaise pratique médicale. Récemment, j'ai vu un couple qui faisait ça, et le donneur anonyme, enfin pas anonyme du tout, mais le donneur repéré n'avait même pas été testé pour le sida, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc vous voyez, il y a beaucoup de dérives, ça induit une mauvaise pratique. Et vous, on vous a proposé, je crois, des sommes conséquentes pour faire ces actes illégaux. Bien sûr. Ouais, ça c'est quand même incroyable. Alors, dans ce livre, on en parlait justement du professeur Friedman, vous lui rendez hommage, le père du premier bébé éprouvette en France, il faut le rappeler, la célèbre Amandine, et il vous dit... C'est pas le père, hein, c'est le médecin. Le médecin, bien sûr. Mais on le dit toujours. Le père du bébé éprouvette. Bien sûr, on le dit toujours, le père, mais... C'est vrai. Il ne faut pas oublier que le médecin, c'est pas le père de l'enfant. Absolument. Je vous taquine. Et d'ailleurs, dans le livre, vous dites vous refusez d'être pris en photo par les parents quand il y a une réussite, d'avoir le bébé dans les bras. Ouais. Oui, parce que je trouve que dans ce processus, la femme subit tout, le médecin fait tout, et le mari, il se retrouve un peu sur le côté. Moi, je trouve que c'est important qu'il soit bien associé. Donc, la photo avec plaisir, mais le bébé, c'est dans les bras du papa ou de la maman. Alors, on parlait du professeur Friedman. Il vous conseille, et toujours un regard fécondant avec les patients. Ça a Alors, marqué tout le monde. Un peu de lumière chasse beaucoup d'obscurité, c'est ce que dit la Torah. Vous savez, la grossesse, tout du moins dans la partie féminine, il y a sûrement des grands mystères. Tout le monde le sait. Il y a des choses qui font qu'une femme est enceinte ou pas. Et parmi ces choses, il y a sûrement des aspects psychologiques qu'on maîtrise mal. Et du coup, quand vous recevez une femme et que, par exemple, je donne cet exemple, on lui a toujours dit qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, et que vous regardez son dossier et vous apercevez que ce n'est pas tout à fait vrai. Certes, il y a des problèmes et ce n'est pas impossible. Quand vous ouvrez la porte, quand vous dites « mais madame, non, je crois que c'est possible », je pense que vous pouvez ouvrir une porte importante et faire que cette femme est enceinte, ou la façon dont vous vous occupez d'elle, une bienveillance. Ouais. Et ça peut jouer, c'est connu, ça peut jouer par différents mécanismes. Il peut aussi y avoir une coïncidence liée simplement au hasard, mais je pense quand même que le rôle du médecin, c'est aussi d'accompagner et d'épauler. C'est surtout que vous ne dites jamais, par exemple, à une patiente, vous n'aurez jamais d'enfant. C'est le genre de choses qu'on ne dit pas. Écoutez, quand j'étais jeune, je l'ai dit 1 ou 2 fois. Je ne l'ai pas raconté dans le livre, mais j'aurais pu la raconter un jour. Et je me suis trouvé dans une projection de cinéma avec quelqu'un, et cette personne savait que je serais là. Et je lui avais dit qu'elle n'aurait pas d'enfant. Elle m'a attendu à la sortie de cette salle avec la photo de son bébé. Et depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais dit à une femme que c'était impossible. Alors, on parle donc d'infertilité avec vous, professeur Oliven, et vous évoquez dans ce livre les couples avec des infertilités un petit peu inexpliquées, ou des cas de vaginisme également. Est-ce que souvent le problème, même si je sais que certaines femmes en PMA refutent complètement cette notion, est-ce que souvent le problème peut venir de l'inconscient, du psychologique ? C'est ce qu'on vient d'évoquer. Moi, je voudrais
résumer une des histoires du livre, mais je pense qu'il faut la lire en entier dans le livre. Mais je trouve qu'elle résume merveilleusement ce point. C'est un couple qui est venu me voir. Cette femme avait eu un enfant précédemment, elle avait un nouveau couple. Et j'ai remarqué à chaque fois qu'ils étaient dans mon cabinet, ils se parlaient très mal, surtout lui à elle. C'était des blagues, mais des blagues vraiment désagréables. Humour pince sans rire, vous dites. Oui, mais pince sans rire pour être gentil. Bon. Ouais. Et ils n'ont jamais réussi à être enceintes. Je les ai traités pas très longtemps, mais 1 an ou 2. Et ça ne marchait pas. Et un jour, elle était venue toute seule. Et je lui avais dit, écoutez, mais est-ce que vous êtes sûr que vous voulez avoir un enfant avec ce monsieur? Parce que je trouve vos rapports très tendus. Puis elle a disparu. Et 1 an après ou 2 ans après, j'ai croisé sa mère par hasard, qui m'a reconnu physiquement et qui m'a dit, vous savez, vous docteur, vous avez dit à ma fille qu'il y avait un problème, et c'est vrai parce qu'elle l'a quitté. Puis elle était avec un autre homme, elle est tombée enceinte au 2e rapport. Et moi-même, encore 2 ans plus tard, je l'ai croisée. Elle avait changé encore de partenaire et elle avait eu un 3e enfant sans médecine. D'ailleurs, elle m'a dit, pour la grossesse, je suis très bonne, pour les couples, je suis très mauvaise. Et donc cette femme, pour moi, c'était parce qu'elle était malheureuse dans son couple. J'en ai pas la preuve, je peux pas le montrer scientifiquement, mais j'en suis persuadé. Alors on en parlait brièvement au début de cette interview. Comme à chaque fois que je m'apprête à annoncer une mauvaise nouvelle, j'essaye de m'imaginer à la place de cette femme, de ce couple pour qui tout s'écroule. Comment aurais-je vécu sans enfant, moi qui suis père de 3 personnes formidables et maintenant grand-père, je vous cite. Être professeur en PMA, c'est aussi devoir finalement être très psychologue, très pédagogue, encaisser aussi toute cette souffrance. Tout à fait. Et j'aime bien dire que quand un médecin accroche sa blouse à son porte-manteau le soir et qu'il met son manteau et qu'il rentre chez lui, malheureusement, s'il est sensible et empathique, il a le vécu de cette journée. Et moi, j'avais choisi la gynéco-obstétrique parce que c'est une spécialité où il y a beaucoup moins de malheurs que par exemple la cancéro, donc, ou plein d'autres maladies. Mais malgré tout petit malheur peut être vécu comme difficile, et c'est vrai que c'est vrai que pour moi, la vie aurait été impossible sans enfant. Donc quand je vois une femme qui n'y arrive pas, je compatis, je suis sensible. Dans des mauvaises nouvelles, il m'est arrivé d'avoir les larmes aux yeux. Bien sûr. Bien sûr, vous racontez des histoires dont on va pas bien sûr spoiler le livre. Vous parlez aussi de vos coups de cœur pour certaines patientes, notamment, je crois, Aïssa, cette femme africaine. Et vous parlez finalement de ce besoin des femmes africaines qui est en fait une injonction sociale de devoir se reproduire. Mais on voit aussi ça, par exemple, dans les familles juives, dans les familles musulmanes. Ouais. Exactement. Mais depuis que je suis installé en privé, je suis dans un quartier où il y a une forte communauté juive, dans le 17e, et j'ai beaucoup de patients juifs ou musulmans, et effectivement, c'est quelque chose d'important. Malheureusement, voilà, vous êtes avec votre savoir, mais je ne suis pas Dieu, je ne peux pas... si je pouvais exaucer le désir de toutes les femmes, je le ferais avec grand plaisir. Mais je n'en ai pas la capacité, et effectivement, on ne doit pas trop le dire, mais il y a forcément, quand on est médecin, comme dans toute profession, on a des patientes avec qui on a un contact, un attachement un peu particulier. Et j'ai envie que toutes les femmes soient enceintes, mais il y a des femmes pour qui l'échec est plus difficile à vivre pour moi. L'enfant, paradoxalement, il est le grand absent de mon cabinet. Les couples arrivent avec des désirs, des envies, des rêves, mais finalement peu se soucient de cet individu en devenir et du poids qu'il devra sans doute porter. Je vous cite toujours, professeur, il vous arrive de refuser d'ailleurs complètement à un couple un projet que vous jugez insensé. Et là, on a vraiment des histoires incroyables dans ce livre. Au départ, le livre, je voulais que ça soit des histoires insensées. Après, je me suis dit que c'était aussi bien de montrer des histoires tendres, des histoires drôles. Ouais. Mais effectivement, il y a des histoires insensées parce qu'il y a des gens, je pense, qui veulent un enfant, mais est-ce qu'ils se sont vraiment posé la question de savoir quel va devenir cet enfant, dans quel cadre il va être accueilli? J'en suis pas sûr, mais en même temps, je suis j'ai la chance d'être quelqu'un de tolérant.
Et donc, j'essaye de ne pas trop juger, mais à un moment donné, quand ça dépasse les limites, je m'y refuse. Et la question de l'enfant est-il un droit est souvent posée dans le cadre des GPA, des gestations pour autrui, ces couples qui vont jusqu'à l'étranger, donc avoir recours à une mère porteuse. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de la GPA ? Est-ce que, comme le professeur Friedman qu'on a beaucoup cité, vous considérez que c'est de l'esclavage, pour non, un petit peu généraliser ? C'est mon seul et unique grand désaccord avec René Friedman. Je ne suis pas pour la GPA en Inde ou en Ukraine ou dans des pays où la mère porteuse est exploitée. J'ai entendu récemment que le pays Cuba avait voté une loi favorable à la GPA et qu'il l'avait appelée dans ce pays une gestation solidaire. J'ai adoré cette expression parce que je trouve qu'elle résume très bien ce à quoi je suis favorable. Il y a des femmes qui peuvent porter un enfant pour une autre femme par solidarité, par altruisme ou par, le mot à la mode, sororité. Ouais. Et je pense que c'est possible. Ouais. Et donc, si on arrive à s'entourer des principes de base qui empêchent de réaliser une GPA pour des simples questions financières, je trouve que c'est merveilleux et que ça peut rendre service. Les indications sont très rares. Je suis un des seuls médecins à y être favorable et je reçois, 4 demandes par an de gens qui viennent me demander mon expertise, même si j'ai pas le droit de les aider, mais je leur dis ce que j'en pense. Donc c'est rarissime et si ça peut se faire... on est encore loin, en tout cas en France. J'ai une minute encore ou Bien pas ? sûr, allez-y. Et je vais vous dire pourquoi j'ai changé d'avis. Je vais vous raconter cette histoire. Elle n'est pas dans le livre, dans le tome 2 peut-être. Je suis allé faire des vacances de neige avec mes enfants, du chien de traîneau. Et dans cette rue, on était très peu nombreux. Il y avait une femme avec ses 2 enfants, moi j'étais avec mes 3 enfants. Et voilà, on a passé une semaine ensemble et on dînait, on faisait toute la journée, on était ensemble. Et à la fin de ce séjour, on a parlé de nos professions et un jour, je me suis trouvé avec cette femme seule, on prenait un thé et elle m'a dit, vous savez, docteur, mes 2 enfants, je les ai eus avec une procédure de FIV très particulière. Alors je lui dis, c'est quoi ? Elle me dit, une GPA aux États-Unis. C'était il y a longtemps, c'était une des premières. Ouais. Et moi, je suis tombé des nues. D'abord, ce lien qu'elle avait avec ses enfants était extraordinaire. Il y avait la ressemblance physique, puisque c'était ses ovocytes, etc. Il y avait un tel amour, un tel machin, que je me suis dit, mais enfin, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Et ce jour-là, je me suis dit, mais de quel droit on dirait non à ce projet à partir du moment où la femme qui porte n'est pas lésée, où elle est volontaire. Ouais, c'est une volonté altruiste. Voilà, ouais. C'est une volonté. Si on respecte la volonté, si la femme n'est pas obligée, pourquoi pas ? Alors, on va terminer, professeur, sur une note d'humour, puisque vous avez beaucoup d'humour et on le remarque dans ce livre. On se surprend à sourire, à rire. Il y a cette jeune femme, donc Aïssa, dont on parlait tout à l'heure, votre chouchoute du cabinet. C'est alors, vrai. Aïssa, donc cette patiente africaine qui vous tutoie, qui a réussi à avoir 3 enfants grâce à vous, qui chip dans votre cabinet. Oui. Chipper, c'est donc ce petit claquement de langue très courant dans les langues d'Afrique. Oui. Et moi, justement, je voulais vous entendre chipper, entendre le professeur Oliven chipper. Mais je n'y arrive pas parce que je peux vous dire le bruit que c'est. Sauf que elles arrivent dans une phrase à faire tout en parlant. Et c'est un signe de montrer qu'elles sont pas contentes. Donc, mais je n'y suis jamais arrivé en parlant. J'y arrive comme ça. Ouais. Et effectivement, j'aime bien m'amuser. Je voulais, à une époque, je voulais écrire un livre de blagues juives. C'est pour vous dire que j'aime bien rire et m'amuser. C'est peut-être le futur projet. Il n'est pas trop tard, absolument. Merci beaucoup, François Oliven, célèbre professeur spécialiste de la PMA, pour ce livre, donc 1001 bébés, mes plus extraordinaires histoires de maternité. À très bientôt sur Radio J. Merci.